C'était janvier 1983 et les routes autour de Monaco sentaient le sel. Pas le sel de la Méditerranée qui, à quelques kilomètres seulement, scintillait calme et indifférente. Non, c'était un autre sel, un intentionnel, un secret. Dans les nuits avant le départ du rallye Monte-Carlo, des mécaniciens Lancia dans camions civils avaient distribué 300 tonnes de sel de déneigement sur exactement ces sections de route où l'Audi Quattro jouerait son plus grand avantage, sur les cols-montagnes gelés, enneigés derrière Nice. Quand la route est gelée, la transmission intégrale gagne. Quand la route est salée et mouillée, on n'en a pas besoin. Ce n'était pas un hasard, c'était la guerre. Et cette guerre avait un nom, Progetto SE037. Pour comprendre ce que ce nom signifiait, il faut revenir brièvement en arrière. Retour à l'année 1980, quand le monde du sport automobile venait d'être secoué par un tremblement de terre. Audi avait présenté la Quattro, un véhicule avec transmission intégrale permanente qui sur gravier et neige roulait comme si la physique était pensée pour toutes les autres voitures, sauf pour elle. Les concurrents regardaient, ouvraient la bouche et la refermaient. Que faire contre ? La transmission intégrale n'était plus une tactique, elle était une nouvelle réalité. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait, sauf un homme à Turin. Cesare Fiorio était le directeur sportif de Lancia, et ce n'était pas un homme qui capitulait. Fiorio était grand, bruyant, confiant, et il avait dans les années 70, avec la Lancia Stratos, déjà une fois renversé le monde rallye. La Stratos avait été un projet fou, une monstruosité en forme de coin avec un moteur Ferrari dans le dos, et elle avait pris 3 fois de suite le titre mondial. Mais la Stratos était vieille, l'homologation expirée, et maintenant Fiorio se tenait face à une page blanche. Qu'est-ce qui vient après la Stratos ? Qu'est-ce qui peut tenir contre la Quattro ? La réponse que son équipe développa était aux yeux de la plupart des connaisseurs de la branche pure folie. Un véhicule avec propulsion arrière. Pas de transmission intégrale, pas de traction permanente sur 4 roues. Au lieu de cela, une voiture de sport conséquemment légère, radicale, qui propulsait ses 2 roues et plaçait le poids aussi bas et centré que possible. La logique derrière n'était pas irrationnelle, même si elle sonnait ainsi. Si on n'a pas autant d'adhérence que l'adversaire, on doit être plus léger, braquer plus vite, accélérer plus agilement hors des virages. On doit être meilleur là où l'autre est seulement plus fort. Fiorio y croyait, mais il avait besoin de plus que croyance. Il avait besoin d'ingénieurs qui rendaient l'impossible possible. Il les trouva. Sergio Limone, un jeune ingénieur chez Lancia, devint la figure technique centrale du projet. Limone n'était pas un homme pour grands discours, il était un homme pour solutions. Le châssis du nouveau véhicule naquit en collaboration avec Dallara, l'entreprise qui plus tard deviendrait mondialement célèbre pour ses constructions Formule 1 et IndyCar. La carrosserie, on la plaça aux mains de Pininfarina, la maison design turinoise légendaire qui avait déjà dessiné des dizaines de formes Ferrari immortelles. Et le cœur du véhicule, le moteur, fut construit par Abarth, cette petite manufacture turinoise ardente qui depuis des décennies tirait de grands miracles de petits moteurs. Le résultat fut un moteur 4 cylindres en ligne selon le principe Lampredi, avec une cylindrée de 1995 cm3, donc juste sous 2 litres. Le choix ne tomba pas sur un turbocompresseur, mais sur un compresseur mécanique d'Abarth, le soi-disant Volumex. Cette décision reposait sur une réflexion simple. Un turbocompresseur produit puissance avec retard. Il a besoin de temps jusqu'à ce que la pression échappement soit construite. Et ce temps s'appelle trou turbo. Le compresseur, en revanche, pend directement au vilebrequin. Il livre pression immédiatement, linéairement, sans pause. Dans un rallye où on accélère par kilomètre peut-être 20 ou 30 fois, cette immédiateté n'est pas un luxe, mais un avantage décisif. Dans la version route, la Stradale, ce moteur délivrait 265 chevaux. Cela sonne aujourd'hui peut-être comme un chiffre correct, mais pas extraordinaire. Mais il faut le mettre en relation. Le véhicule pesait moins de 1000 kg. Pour être exact, juste sous 950 kg dans la version route. Cela signifiait un rapport poids-puissance qui impose respect, même aujourd'hui encore, et en 1982 était tout simplement à couper le souffle. Le véhicule qui naquit finalement de tout cela était compact, bas, agressif
et d'une manière belle qui ne vous frappe pas immédiatement et puis ne vous lâche plus. Devant un capot plat avec prise d'air, derrière un moteur placé centralement, entre les deux un châssis tubulaire treillé en acier si rigide et si léger que les mécaniciens parfois le tapotaient incrédules du doigt pour se convaincre eux-mêmes qu'il était réel. La carrosserie consistait en fibres de verre renforcées avec Kevlar, le même matériau dont sont fabriqués les gilets pare-balles. 200 pièces devaient être construites pour remplir l'homologation pour le groupe B. Lancia construisit 207. Pas plus, pas moins que nécessaire, plus une petite marge sécurité. Chacun de ces véhicules était simultanément une voiture route et une promesse. La promesse qu'avec 2 roues motrices, le bon poids et le bon pilote, on pouvait arrêter le futur à transmission intégrale. Mais le véhicule seul ne gagne pas de rallye. On avait encore besoin de quelqu'un qui le dirige. Et Cesare Fiorio savait exactement qui il voulait. Walter Röhrl n'était pas une personne simple. C'est ce que disaient ses coéquipiers, ses mécaniciens, ses rivaux, et occasionnellement lui-même aussi, quand il était dans l'une de ces heures rares d'honnête autoréflexion qu'il s'accordait à contre-cœur. Röhrl était un perfectionniste dans un sport qui punissait perfection et récompensait folie. Il était bavarois, grandi à Ratisbonne, et il avait cette manière spécifique d'entêtement bavarois qui se comprend non comme faiblesse mais comme principe. Si une voiture ne fonctionnait pas, il le disait. Si un ingénieur faisait une erreur, il le disait. Si un chef d'équipe prenait une mauvaise décision, il le disait également, fort et clair et sans égard pour hiérarchie. C'est exactement pourquoi il avait arrêté chez Opel. L'histoire de son temps chez Opel Motorsport est une histoire de déception mutuelle. Röhrl avait en 1981 gagné le rallye Monte-Carlo avec l'Opel Ascona 400, ce qui en soi était déjà une performance remarquable, car l'Ascona n'était pas une voiture course au sens propre, mais une voiture familiale gonflée avec trop d'ambition et trop peu de raffinement. Röhrl l'avait quand même amené au but, parce qu'il était le type de pilote qui rendait une mauvaise voiture rapide et une bonne voiture imbattable. Mais Opel n'avait pas les moyens, pas la volonté et pas l'infrastructure pour concurrencer avec ce qu'Audi mettait sur route. Et Röhrl voulait gagner. Pas parfois, toujours. Alors Cesare Fiorio appela. On peut difficilement imaginer ces deux hommes plus différents. Fiorio était passion sud-italienne, geste bruyant, grande vision. Röhrl était précision nord-bavaroise, mots silencieux, exigence concrète. Mais ils avaient besoin l'un de l'autre. Fiorio avait besoin du pilote le plus rapide et fiable d'Europe pour réaliser son plan risqué. Röhrl avait besoin d'une voiture digne de sa capacité. Et quand il conduisit la 037 pour la première fois, il se tut une longue minute. Puis il dit qu'il signerait. C'était fin 1982 et le temps pressait. La compétition était déjà en plein cours. Audi avait donné le ton avec la Quattro et leur pilote vedette Hannu Mikkola ainsi que le phénomène finlandais Michel Mouton collectaient points et victoires comme d'autres gens des timbres. Lancia était allé en saison 1982 avec la 037, mais les résultats avaient été décevants. Markku Alén, le pilote usine finlandais, avait poussé le véhicule à ses limites, était rapide, était parfois spectaculaire, mais la technique n'avait pas suivi. Casse moteur, problème boîte, les maladies infantiles typiques d'une nouvelle voiture course qui n'avait pas encore tout à fait compris ce qu'on attendait d'elle. Audi menait le classement constructeur avec avance confortable, et dans les paddocks, on chuchotait que l'ère de la propulsion arrière était définitivement terminée. Fiorio entendait le chuchotement et l'ignorait ostensiblement. Au lieu de cela, son équipe travailla pendant l'hiver avec une intensité qui amenait même des mécaniciens expérimentés à leurs limites. Le châssis fut retravaillé, le réglage du moteur compresseur affiné, la distribution poids à nouveau ajustée. Sergio Limone passait des nuits à l'atelier, pas parce qu'il devait, mais parce qu'il ne pouvait autrement. Il y a des ingénieurs qui construisent une voiture, et il y a des ingénieurs qui sentent une voiture. Limone appartenait à la deuxième catégorie, et cela se remarquait à chaque millimètre de la 037. Röhrl, de son côté, fit ce que Röhrl faisait toujours, il conduisit. Jour test au centre test Fiat à Balocco, piste gravier au Piémont, passage asphalte dans les collines liguriennes. Il n'apprenait pas à connaître la voiture, il l'interrogeait. Il testait ses limites, notait chaque réaction, chaque particularité, chaque moment où l'arrière sortait trop loin ou la direction devenait trop lourde.
Et puis il transmettait ses connaissances à Limonet, avec cette précision spécifique d'un homme qui a un arrière-plan technique et sait comment traduire sensation de conduite en données exploitables. Röhrl avait fait originellement une formation commerciale, mais pensait comme un ingénieur, et cette combinaison faisait de lui un pilote-essai qui cherchait son égal. Ce qui le fascinait dans le véhicule était exactement ce que les sceptiques craignaient, la propulsion arrière. Oui, la Quattro avait plus d'adhérence. Oui, la Quattro pardonnait des erreurs qu'une voiture à propulsion arrière punissait sans merci. Mais la 037 braquait comme une pensée. On pensait un virage et la voiture y était déjà. La réaction était si directe, si immédiate, si physique que Röhrl dit plus tard qu'il ne s'était encore jamais senti dans aucun autre véhicule rallye autant parti de la machine. Pas de trou turbo, pas d'attente, pas d'hésitation. Le compresseur livrait puissance comme un ressort tendu, immédiatement, complètement, sans compromis. Mais est-ce que cela pouvait suffire ? Contre une voiture qui sur sol meuble avait tout simplement plus de traction, plus de sécurité, plus de réserve ? Le chef d'équipe Audi, Roland Gumpert, ne le croyait pas. Il observait les préparations de Lancia avec la supériorité détendue d'un homme qui sait qu'il a la meilleure technologie. Ses pilotes s'entraînaient également, ses ingénieurs affinaient également, mais la base était solide, éprouvée, convaincante. La Quattro n'était plus une expérience, elle était la réponse à une question que le sport automobile avait posée. Lancia était toujours la question. Et puis 20 janvier 1983. Le 20 janvier 1983 était froid, mais pas assez froid. C'était le problème. Les routes autour de Monaco, les cols derrière Nice, les serpentins étroits au-dessus de Sospel, toutes ces sections où le rallye Monte-Carlo était traditionnellement décidé, avaient cette année trop peu de glace, trop peu de neige, trop peu de ce sol gelé sur lequel l'Audi Quattro pouvait pleinement jouer son avantage physique. Hasard ? Peut-être. Mais les mécaniciens Lancia, qui les nuits précédentes avaient roulé avec leur camion-selle à travers les montagnes, avaient fait en sorte que le hasard reçoive une petite aide. Les routes étaient mouillées, salées, adhérentes. Territoire propulsion arrière. Röhrl partit comme s'il avait déjà la victoire en poche, ce qui était naturellement absurde, mais c'est ainsi que cela semblait. Sur les premières épreuves spéciales, son avance n'était pas dramatique, mais elle était constante, propre, implacable. La 037 jaillissait des virages étroits des Alpes-Maritimes comme un animal qui a trouvé son habitat naturel. Pas de dérapage, pas de correction, pas de ces dérapages spectaculaires qui enthousiasmaient le public et ralentissaient le chronomètre. Röhrl ne roulait pas vite, il roulait précis, et la précision était ce week-end plus rapide que tout le reste. Audi répondit. Mikola poussa, Mouton poussa, les Quattro tonnaient à travers la nuit avec ce son profond guttural d'un 5 cylindres suralimenté qui était alors dans le monde rallye si reconnaissable qu'une signature. Mais le sol ne jouait pas avec. Sur asphalte sec, la Quattro perdait son atout le plus important, et ce qui restait était une voiture lourde large contre un adversaire léger agile dirigé par l'un des meilleurs pilotes du monde. Röhrl gagna le rallye Monte-Carlo 1983. Ce n'était pas sa première victoire à Monte-Carlo, mais c'était sa plus importante. Car cette fois, il n'avait pas seulement gagné un rallye, il avait prouvé une thèse. Que la transmission intégrale n'était pas un principe invincible, mais une solution pour conditions déterminées qu'on pouvait battre avec le bon véhicule, le bon pilote et la bonne stratégie. Dans les garages Audi, régnait ce soir un silence plus fort que toute jubilation. Mais un rallye n'est pas un titre mondial. La saison 1983 comprenait 12 courses, et Lancia devait être forte sur autant que possible. Le problème était la diversité des conditions. Monte-Carlo avait été asphalte et route montagne humide, territoire Lancia. Mais alors vint Suède, pure neige-glace, dur et parfait pour la Quattro. Mikola gagna souverainement, et la 037 n'avait là tout simplement rien à faire. Puis Portugal, gravier poussiéreux et meuble, à nouveau terrain Quattro. Puis Safari Rally au Kenya, où les routes n'étaient pas des routes, mais des blessures dans la terre. Ici, la Quattro gagna à nouveau. Et pourtant, Lancia resta dans la lutte titre. La raison était Markku Alén. Le Finlandais, pilote usine chez Lancia depuis des années, était devenu cette saison le deuxième pilier porteur de l'équipe. Alén était un autre type que Röhrl, plus bruyant, plus émotionnel, occasionnellement spectaculaire jusqu'à la limite du contrôlable, mais sur certains revêtements à couper le souffle rapide. Sur asphalte et sol moyennement ferme, il tenait, collectait points,
forçait Audi à réagir à 2 adversaires simultanément au lieu d'un. C'était le plan de Fiorio, et il fonctionnait. Lancia ne jouait pas un jeu individuel, mais tactique équipe, dans un sport qui en fait ne connaît pas d'équipe. Le sommet de saison vint en Corse. Le Tour de Corse, aussi connu comme le rallye des 10 000 virages, était alors la course asphalte la plus dure du calendrier championnat mondial. Route montagne étroite, sommets brutaux, pas de marge pour erreur, pas d'échappatoire, pas de pardon. Ici, la 037 pouvait montrer son plein potentiel, et Röhrl le montra. Il roula des épreuves spéciales avec écart que ses concurrents ne comprenaient pas et que les chronométreurs vérifiaient 2 fois. La Quattro n'était pas lente en Corse, mais elle était plus lourde, plus large, moins maniable sur les routes étroites des villages montagnes, et ses désavantages se sommaient sur des centaines de kilomètres en un retard irrattrapable. Mais alors vint San Remo. Le rallye San Remo en octobre était la course prédécisive de la saison. Lancia et Audi étaient dans le classement constructeur si proches l'une de l'autre qu'un seul abandon, une seule casse moteur, une seule roue perdue pouvaient déplacer le titre. Röhrl menait le classement général des épreuves spéciales. La 037 tournait impeccablement. Les mécaniciens avaient pendant l'été éliminé chaque point faible connu. Et puis, dans la nuit de la dernière étape, l'embrayage lâcha. Ce qui se passa à ce moment dans Röhrl, on peut l'imaginer si on sait comment il pensait sur fiabilité. Pour lui, un abandon technique n'était pas une série malchance, c'était une défaite du système, une insulte à l'exigence. Il sortit de la voiture, se tint brièvement à côté de la route, et puis continua, comme le règlement le permettait, avec fonction restreinte. Il perdit temps, perdit position, sauva, mais des points. Allen sauta dedans, tint haut le drapeau Lancia, et l'équipe conclut le rallye avec une 2e et une 5e place. Cela suffit. Dans le décompte final du classement constructeur, Lancia et Audi se séparaient à la fin de la saison 1983 de juste 5 points. 5 points sur 12 rallyes, 12 week-ends, des milliers de kilomètres sur glace, asphalte, gravier et poussière. Lancia avait gagné. Un véhicule avec propulsion arrière avait battu la technologie transmission intégrale la plus avancée du monde. Et elle ne l'avait pas battue par supériorité, mais par intelligence, conséquence et la volonté absolue d'une équipe qui n'acceptait pas que le futur était déjà décidé. À Ingolstadt, où Audi coordonnait son sport automobile, on commença cet automne silencieusement et profondément à réfléchir ce qui devait venir ensuite. Le titre était gagné, mais le prix n'était pas encore payé. Cela sonne comme métaphore, et c'en est une, mais elle est terriblement littérale. Car tandis que Lancia à l'automne 1983 célébrait son titre constructeur, Attilio Bettega était à l'hôpital, et peu après, il était mort. Bettega avait été l'un des pilotes usine Lancia, un Italien de 30, rapide, apprécié, un homme en qui l'équipe avait confiance et qui avait confiance en l'équipe. Au Tour de Corse 1983, exactement sur ces routes où Röhrl avait triomphé, Bettega perdit le contrôle de sa 037. Le véhicule frappa contre une paroi rocheuse et il mourut de ses blessures. Il avait 32 ans. C'était le premier décès d'un pilote usine Lancia depuis des années, et cela toucha profondément l'équipe. Mais cela ne toucha pas le sport assez profondément pour le changer. C'était le vrai problème du groupe B. Il était si enivrant, si fascinant, si absolu et sans compromis dans son déploiement de puissance que même des tragédies n'avaient pas d'effet frein. Les spectateurs se tenaient au bord-piste, sans barrière, sans protection, parfois seulement un demi-mètre du véhicule fonçant, et ils jubilaient. Les constructeurs construisaient des véhicules qui en 2 ans grimpaient de 200 chevaux à 500 chevaux et plus, et les gardiens règlement regardaient. Et Audi tira conséquence de la défaite de 1983. Walter Röhrl changea de camp. Ce n'était pas une surprise si on était honnête, car Röhrl n'était pas une personne sentimentale. Il avait gagné avec Lancia, avait prouvé ce qu'il voulait prouver, et maintenant Audi lui offrait un véhicule qui se tenait techniquement à un autre niveau. L'Audi Sport Quattro, la version évolution courte comprimée de la Quattro originale, était une tentative de réduire la masse et améliorer l'agilité sans abandonner la transmission intégrale. Röhrl signa. Fiorio le vit venir, l'accepta avec le calme professionnel d'un homme qui sait qu'on ne peut posséder les pilotes et commença à préparer son prochain coup.
Ce prochain coup avait un nom, Delta S4. La Lancia Delta S4 était à tous égards l'opposé de la 037. Où la 037 avait visé élégance par simplicité, la Delta S4 était un manifeste technologique. Sergio Limone et son équipe avaient fait exploser toutes les limites. Un layout moteur central, un moteur avec turbocompresseur et compresseur simultané, donc suralimentation sur deux manières parallèles, un véhicule qui, avec cela dans la version course, tirait plus de 500 chevaux d'une cylindrée de moins de 2 litres. Le poids était sous 800 kg. L'accélération de 0 à 100 km/h durait moins de 3 secondes, ce qui en 1985 était un chiffre qu'il fallait se faire lire 2 fois pour le croire. Mais tandis que Lancia et Audi et Peugeot avec la 205 Turbo 16 développaient leur monstruosité toujours plus loin, quelque chose changeait dans le public. Le groupe B avait développé une dynamique que plus personne ne contrôlait complètement. Les véhicules étaient devenus si rapides que le temps réaction humain heurtait ses limites physiologiques. Des pilotes rapportaient des moments où une bosse ou un virage aveugle venait plus vite que le cerveau ne pouvait traiter ce que les yeux voyaient. Et les tracés ne s'étaient pas changés. Les spectateurs ne s'étaient pas changés. Seulement les véhicules étaient devenus plus rapides, toujours plus rapides, à un rythme qui avait depuis longtemps débordé le système autour d'eux. En mai 1986, conduisait Henri Toivonen. Toivonen était finlandais, fils d'un pilote rallye, grandi avec l'odeur d'huile boîte et gomme brûlée. Il était parti en saison 1986 avec la Delta S4 et avait déjà ramené une victoire au Portugal, puis, mais vécu dramatiquement, comment l'événement fut interrompu après la mort de plusieurs spectateurs quand une Audi avait foncé dans la foule. C'était un signal d'alarme. Ce n'était pas le premier et ce ne fut pas le dernier, mais il aurait dû être le dernier. Au Tour de Corse, ces mêmes routes où 3 ans auparavant Bettega était mort, Toivonen perdit sur un passage rapide le contrôle de sa Delta S4. Le véhicule vola par-dessus la limite piste, tomba d'un précipice et prit feu. Toivonen et son copilote Sergio Cresto moururent encore sur lieu accident. La récupération fut difficile, les circonstances brutales, et les images qui, après, virent le monde, n'étaient pas les images d'un sport, mais les images d'une catastrophe. Cette fois, le sport automobile réagit. La Fédération internationale du sport automobile, l'organisation fêtière du sport automobile international, interdit le groupe B avec effet immédiat pour la saison suivante. C'était une décision qui était depuis longtemps due et qui pourtant surprit beaucoup dans la branche parce qu'on avait considéré le groupe B comme intouchable, comme trop lucratif, trop populaire, trop au centre de l'attention publique. Mais après Toivonen, il n'y avait plus d'arguments qui auraient été assez forts. Lancia se tenait maintenant face à une situation étrange. L'équipe avait construit la 037, avait gagné avec, avait ensuite développé la Delta S4, un véhicule qui appartenait techniquement aux constructions les plus sophistiquées qui aient jamais été construites pour un championnat monde rallye, et maintenant ce véhicule était soudain interdit avant qu'il ait pu prouver sa domination complète. 500 chevaux, sous 800 kg, transmission intégrale, double suralimentation, tout pour rien, tout à la poubelle, tout fini. Mais était-ce vraiment pour rien ? Ce que les ingénieurs avaient appris ces années ne disparut pas avec le règlement. Les connaissances de Limone sur distribution poids, sur la combinaison suralimentation mécanique avec suralimentation turbo, sur construction légère rigide, tout cela migra plus loin, dans tête, dans carnet, dans la génération suivante de véhicules. Et l'équipe elle-même resta existante, affamée, expérimentée et à la recherche du prochain chapitre. Ce que ce chapitre apporterait, personne ne le devinait à l'automne 1986. Que reste-t-il quand le bruit se tait ? Cette question, beaucoup de gens dans le monde rallye se posaient en 1987. Et les réponses étaient aussi différentes que les gens qui les donnaient. Pour les fonctionnaires, restait le soulagement d'avoir finalement terminé une situation incontrôlable. Pour les fans, restait le deuil d'une ère qui avait été si courte et si intense comme un éclair. Et pour les gens qui avaient construit et conduit la 037, restait quelque chose de plus compliqué. La connaissance d'avoir créé quelque chose d'extraordinaire qui avait changé le monde sans que le monde l'ait complètement compris. Cesare Fiorio fut le premier à continuer. En 1989, Fiorio quitta Lancia et passa à Ferrari.
Cela sonnait comme promotion logique, du chef d'équipe rallye réussi au directeur sportif de l'écurie course la plus célèbre du monde. Mais Ferrari à cette époque n'était pas un terrain simple. La Scuderia n'avait plus gagné de titre monde pilote depuis 1979, et la pression de Maranello était d'une sorte qui usait même des hommes expérimentés. Fiorio amena Alain Prost à Ferrari, reconstruisit l'équipe avec son mélange habituel de vision et entêtement, et en 1990, Prost était temporairement en course-titre. Puis Prost entra en collision au Japon avec Ayrton Senna, perdit le titre et les conflits internes chez Ferrari escaladèrent. Fiorio fut licencié en 1991. C'était une fin qui ne rendait pas justice à son caractère. Fiorio n'était pas un homme du départ calme, et les circonstances de son licenciement chez Ferrari, au milieu d'intrigues politiques et rivalités personnelles, avaient peu à voir avec sa compétence réelle. Mais c'est la Formule 1. Elle mange ses meilleurs avec la même indifférence avec laquelle elle licencie ses pires. Sergio Limon fit quelque chose d'autre. Il resta. Limon ne quitta pas Lancia, il ne quitta pas le groupe, il ne quitta pas le monde du développement véhicule. Il devint l'une des forces silencieuses constantes au sein de l'empire Fiat. Un homme dont le nom, en dehors des cercles étroits de la communauté ingénieurs automobiles, était à peine connu, mais dont l'influence se reflétait dans des dizaines de véhicules qui, dans les décennies suivantes, peuplèrent les routes d'Europe. Les connaissances de la 037, de la Delta S4, des jours tests infinis sur les pistes graviers du Piémont, tout cela coula plus loin, silencieusement et invisiblement, dans l'ADN de toute une génération véhicule. Et que devint Walter Röhrl? Röhrl gagna avec Audi, c'est la réponse courte, et elle est correcte, mais elle ne raconte pas toute l'histoire. Il conduisit pour Audi en 1984 et 85, gagna d'autres rallyes, devint 2 fois vice-champion monde, et puis, quand le groupe B fut interdit, il fit ce que personne n'avait attendu. Il resta dans le sport automobile, passa à Porsche et commença une deuxième carrière qui, à certains égards, fut encore plus extraordinaire que la première. Comme pilote essai et développement pour Porsche, Röhrl devint une instance, une échelle humaine à laquelle les ingénieurs Porsche jugeaient leur nouveau véhicule. Si Röhrl disait qu'une voiture braquait bien, elle braquait bien. S'il disait que l'arrière était trop nerveux, alors l'arrière était trop nerveux, et on le changeait. Röhrl devint ce qu'on appelle en allemand un grand seigneur. Une autorité pas par titre ou position, mais par la pure accumulation d'expérience et la capacité de communiquer précisément cette expérience. En Allemagne, il est aujourd'hui une légende, une figure traitée dans les magazines automobiles avec une révérence qu'on réserve sinon aux hommes d'État. Et à juste titre, car ce qu'il avait accompli ces années n'était pas seulement brillance pilotage, c'était aussi travail intellectuel qui a comarqué le sport automobile allemand. Mais la vraie question en est une autre. Qu'a laissé la 037 au monde? La réponse technique directe est claire. Elle prouva qu'un véhicule conséquemment léger à propulsion arrière, avec suralimentation mécanique, pouvait sur les bonnes pistes concurrencer avec la technique transmission intégrale. Cette connaissance sonne aujourd'hui évidente, mais en 1983, elle était une révolution. Elle força Audi à développer sa Sport Quattro, version lourde, plus courte, plus agile de la Quattro originale, ce qui signifie que les faiblesses de la Quattro sans la 037 comme référence auraient peut-être été reconnues beaucoup plus tard seulement. Peugeot construisit sa 205 Turbo 16 comme construction moteur central avec transmission intégrale, une synthèse directe des leçons de la compétition avec Lancia. Et le groupe A, qui remplaça le groupe B, prescrivit limite poids et plafond puissance qui résultaient directement des expériences avec les monstruosités haute performance du groupe B. La 037 avait placé la barre, et tous avaient ensuite mesuré leur construction à cette barre. Mais il y a encore une autre réponse, une plus humaine. La 037 fut le dernier véhicule de son genre, le dernier vainqueur dans le championnat monde rallye avec propulsion arrière. Après 1983, aucun véhicule à propulsion arrière ne gagna plus le titre constructeur au championnat monde. Et avec grande probabilité, cela ne se produira jamais plus parce que les règlements modernes, les technologies modernes et la concurrence moderne ne le permettent tout simplement pas. Ce que Röhrl et Fiorio et Limon avaient fait était dans un certain sens défendre un monde mourant.
et ils avaient dit au revoir à ce monde avec un dernier triomphe grandiose. 207 versions route furent construites. 207 véhicules dont aujourd'hui chacun a une valeur qui dépasse les prix-vente originaux d'un multiple. Qui dans les années 80 achetait une Stradale, payait le prix d'une voiture sport élevée? Qui aujourd'hui en achète une, paie le prix d'une maison dans une grande ville allemande? Et même cela est parfois encore une sous-estimation. 36 ans après son titre mondial, la 037 ne se tient pas comme relique dans une vitrine. Elle se tient comme argument, comme preuve que l'intelligence peut battre la force, qu'un budget plus petit avec la bonne idée peut vaincre un budget plus grand avec la mauvaise, et que parfois le chemin plus simple est le plus courageux. Si cette histoire vous a plu, laissez un like, cela ne coûte rien et signifie tout pour cette chaîne. Écrivez dans les commentaires quel véhicule du groupe B vous considérez comme le plus fascinant, car nous continuerons volontiers cette discussion. Et si vous ne voulez manquer aucune histoire, abonnez-vous maintenant, car la prochaine vient plus vite qu'un compresseur Abarth en régime.